Effectivement, c'est toujours une décision très très importante de transmettre l'entreprise et effectivement, c'est quelque chose qui, avant tout, se prépare parce que c'est une décision stratégique pour les deux parties, une décision stratégique pour le cédant, parce que psychologiquement, d'abord, c'est souvent la transmission, la fin d'une vie professionnelle, ou le fait de passer à autre chose, donc c'est psychologiquement assez difficile. Et puis pour le repreneur, c'est un élément stratégique, un investissement stratégique extrêmement important pour l'avenir. Donc dans tous ces aspects d'anticipation, il convient de regarder et d'étudier tout ce qui concerne l'environnement familial et capitalistique de l'entreprise avant la cession. Et Henri l'a soulevé tout à l'heure, il y a des décisions à prendre et qui ne se prennent pas au moment où on se met en décision de céder, mais il y a des choses qui se préparent bien en amont. Également, ce qui a été soulevé, c'est l'impact fiscal de la transmission. Comment vont être traités les produits issus des plus-values. Effectivement, on est dans une fiscalité qui est toujours assez mouvante, donc on peut prendre des positions aujourd'hui. On entre dans le cadre d'une transmission dans un processus qui peut être assez long, et les décisions qu'on prend, les anticipations que l'on prend en termes fiscaux peuvent être un peu différents au moment où la transmission se réalise. Au niveau du périmètre de cession, dans une entreprise, qu'est-ce que l'on vend? Est-ce que l'on vend des titres? Est-ce que l'on vend... Et donc là, à ce moment-là, c'est assez simple en fait. On vend les parts sociales et le jour de la signature, on transmet les clés au repreneur et à charge à celui qui achète de reprendre l'ensemble des actifs, mais également l'ensemble du passif, c'est-à-dire l'ensemble des dettes. Ou est-ce qu'on vend seulement le fonds de commerce? C'est-à-dire que si on vend le fonds de commerce, on vend uniquement une partie des actifs, on vend la clientèle, on vend l'activité, on vend la notoriété, et à charge pour celui qui cède de continuer à recourir les encours clients qui étaient existants au moment de la cession et d'apurer l'ensemble des dettes de l'entreprise. Également, ce qui a été évoqué, c'est la valeur de l'entreprise et effectivement, j'adhère complètement à tout ce qui a été dit parce qu'il y a autant de valeurs que l'on veut. L'entreprise, on peut la définir par la valeur de ses actifs, c'est-à-dire qu'on regarde, on fait la somme de l'ensemble des actifs de l'entreprise, de l'immobilier, du matériel, quelle est sa valeur réelle. On additionne tout ça et puis de ça, on retire tout ce qui est les dettes et on a une valeur. Dans la valeur de l'entreprise, est-ce que c'est la valeur des fonds propres? Alors la valeur des fonds propres, c'est une valeur, j'allais dire, qui est presque incontournable. C'est une valeur mathématique. La valeur des fonds propres, c'est la valeur, si on liquide toute l'entreprise pour les valeurs qui sont portées au bilan, voilà, il reste les fonds propres. Est-ce que c'est les fonds propres, la valeur de l'entreprise? Et puis le dernier point, un des aspects également, c'est les valeurs liées à la rentabilité, ou effectivement ce qu'évoquait Henri, lié ce qu'on appelle au flux futur, c'est-à-dire la capacité qu'aura l'entreprise à se payer sur des modes de fonctionnement, des modes d'exploitation que l'on projette sur le futur. Donc la cession, après, la question qu'il faut se poser, c'est à qui on cède. Est-ce qu'on cède, et là c'est intéressant, est-ce qu'on cède à la famille, ça a été également évoqué, est-ce qu'on cède en interne à un groupe de salariés? André Samier a fait la démonstration qu'il y a effectivement des reprises d'entreprises par les salariés qui sont des vrais success stories. Après, il faut effectivement que ça peut être l'ensemble des salariés dans le cadre d'un RES ou un groupe de salariés, un groupe de cadres. Mais en tout état de cause, dans ces schémas-là, je rejoins tout à fait ce qu'avait également dit Henri, c'est-à-dire que c'est souvent le fait vraiment d'un homme, de quelqu'un qui va sortir du groupe et qui va être capable d'avoir le charisme suffisant pour entraîner les autres. Ça me paraît essentiel. Ou alors la cession externe. La cession externe, ça peut être la cession à un confrère, ça peut être... ou un repreneur personne physique, indépendant, qui a des capitaux, qui se fait accompagner par des business angels. Donc là, on a vraiment toutes les possibilités. Au niveau du financement, dans le cadre des reprises, donc sur les possibilités, on n'invente rien. C'est d'abord la première solution, c'est les capitaux les liquidités dont va pouvoir disposer le repreneur.
On a également, et ça va être évoqué tout à l'heure, la possibilité de faire intervenir des fonds d'investissement. Et puis après, des trucs vraiment très très classiques, c'est de la dette bancaire ou du crédit vendeur. Dans le cadre d'un schéma de reprise, on crée une dette et effectivement, c'est toujours la cible, la société qu'on achète qui va servir à payer la dette. Et cette dette, c'est donc pour l'entreprise rachetée une dette stérile, c'est-à-dire qu'on va consommer une partie des résultats à un remboursement d'une dette qui ne va rien apporter de concret à l'entreprise et à son développement. Il est nécessaire absolument d'avoir minimum 30 à 40% d'apport, je pense, pour pouvoir arriver à lever une dette. Et tout simplement, 30 à 40% d'apport, c'est qu'on sait, si on est sur une valorisation logique, qu'avec un niveau d'apport comme ça, l'entreprise, sous réserve qu'elle continue à fonctionner comme elle fonctionnait sur les années de référence, pourra permettre de se payer normalement. Et puis également, dans le cadre d'une cession de titres, et souvent, c'est au-delà, on a parlé de la valorisation de l'entreprise, il est nécessaire, quand on achète des titres, que le cédant délivre ce que l'on appelle une garantie d'actifs passifs, c'est-à-dire que le cédant prend l'engagement, en cas de difficulté liée à sa gestion avant la cession, de faire face aux redressements, éventuellement redressements fiscaux, aux créances clients qui ne seraient pas recouvrées, de se substituer à ces défaillances-là. Et c'est ce qui est couvert par la garantie d'actifs passifs. Donc c'est la protection effectivement de l'acquéreur pour la gestion qui avait lieu avant la cession. Voilà, très très rapidement ce qu'on pouvait vous dire, mais ça regroupe effectivement très largement ce qui a été dit par ailleurs, en fait. Voilà.